Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Diagnostic. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle thématique médicale. Aujourd'hui, nous abordons un véritable problème de santé publique qui est l'accident vasculaire cérébral ou l'AVC. Alors, un mot qui ne sort plus, un bras qui ne bouge plus ou un visage qui se fige, en quelques secondes, la vie peut basculer. Il s'agit d'une urgence absolue. AVC, ce sont les 3 lettres les plus redoutées dans le monde car c'est la première, justement, cause d'handicap acquis chez l'adulte. Parce qu'un AVC peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel âge, nous allons ce soir, dans notre émission, comprendre ce qui se passe dans le cerveau, apprendre justement quels sont les signes d'alerte et surtout les bons réflexes avec nos invités experts que nous avons le plaisir de recevoir. Professeur Belmihoub Abdelrazak, vous êtes chef de service de médecine physique et réadaptation à l'OSS Tiqsraïn. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité pour un sujet aussi important que l'AVC. J'ai aussi le plaisir de recevoir professeur Wali Mourad. Vous êtes chef de service de réanimation médicale au CHU Mustapha. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai aussi le plaisir de recevoir Dr Lefki Nasser. Vous êtes neurologue libéral à Cuba. Bonsoir et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Aussi, votre médecin chroniqueuse est au rendez-vous comme chaque semaine. Dr Abdelmoumen Sarah, bonsoir et bienvenue. Merci Wided, bienvenue à nos chers invités. Donc, durant ma chronique, je vous parlerai des dernières recommandations par rapport à la prise en charge de l'AVC. L'AVC n'est pas forcément une fatalité, mais il reste une course contre la montre. Et durant cette course, c'est vous le premier magnant, donc restez attentifs durant cette émission. Oui, nous allons aussi à la fin de notre émission répondre à quelques questions que vous nous avez laissées via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques chiffres qui sont donnés par l'Organisation mondiale de la santé. Alors l'accident vasculaire cérébral en 2021 était la 3e cause de décès et justement de handicap dans le monde avec environ 93,8 millions de cas. Et aussi la même année, on a dénombré 11,9 millions de nouveaux cas d'AVC. Donc, on estime qu'un adulte sur 4 sera victime d'un AVC au cours de sa vie. Et tout ça est dû à plusieurs facteurs que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui dans notre émission. Et pour commencer, Dr Lefki, qu'est-ce qu'un AVC et quels sont les différents types d'AVC puisqu'on parle d'accidents vasculaires cérébraux au pluriel? Oui, merci. L'AVC, comme son nom l'indique, c'est une abréviation de l'accident vasculaire cérébral. Bon, il y a 80% de ces AVC, c'est d'origine ischémique. Oui. Ischémique, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau qui est bouché au niveau du cerveau, une artère qui est bouchée. Il y a à peu près 15 à 20%, c'est des accidents hémorragiques. C'est plus grave et moins fréquent, heureusement. Et il y a aussi une part des accidents ischémiques transitoires qui durent quelques minutes, les symptômes disparaissent, mais qui est un signe d'alerte d'un AVC qui peut être constitué quelques heures ou quelques jours par la suite. Tout à fait. Donc, comme son nom l'indique, c'est un accident. Qui dit accident, donc il y a urgence. Oui. Comme elle a dit la consoeur, chaque minute compte. En matière d'AVC, on parle de time is brain. Oui. Le temps, c'est le cerveau. Quand il y a un accident vasculaire ischémique, il y a 1 million de cellules qui meurent en 4 minutes d'évolution. Oui. Donc, tant qu'on tarde, on perd du temps. Tant qu'on perd plus de cellules, tant l'handicap va être plus sévère. Oui. D'où, on va en parler après, de la prise en charge urgente. La rapidité de la prise en charge. La prise en charge. Et il y a aussi l'intérêt de cette émission, c'est de sensibiliser les gens. Oui. Quand on voit quelqu'un qui a son visage qui fige, comme vous l'avez signalé, ou une déviation de la bouche, ou bien un bras qui ne répond pas, ou le patient n'arrive pas à parler, ou bien quand il parle, on ne comprend pas. Oui. Il ne faut pas y aller voir le raqi du coin pour régler le problème. Il faut qu'il sache que c'est une urgence médicale
il faudrait qu'il soit vu en urgence à l'hôpital. Tout à fait. Et puis pour l'AVC ischémique ou l'accident vasculaire cérébral ischémique, il s'agit d'une artère qui sera bouchée, c'est ça? Alors, oui, pour l'AVC ischémique, l'accident ischémique, c'est une artère qui est bouchée. Oui, Maintenant, elle est bouchée, elle peut être d'origine cardiaque quand c'est le cœur qui ne fonctionne pas bien, il y a une arythmie, une fibrillation auriculaire, donc il y a une formation de caillots, hop, un caillou qui migre vers le cerveau et ça donne un accident vasculaire. Ça peut être aussi d'origine athérosclérotique, oui, quand il y a un thrombus au niveau d'une artère qui va se détacher et qui va boucher une artère. Il y a aussi d'autres étiologies Oui. un peu moins fréquentes. Il y a surtout une autre pathologie qu'on trouve beaucoup chez les personnes âgées, oui, c'est l'angiopathie amyloïde oui, qui touche les petits vaisseaux. Donc ça donne des petits AVC, parfois des petites hémorragies répétées. C'est surtout à l'origine de la moitié des démences d'Alzheimer. Parce Oui. que ça donne des troubles cognitifs, ça donne des démences. Et en parlant d'hémorragie, l'AVC hémorragique, au contraire, c'est une artère qui va Qui va se rompre. se rompre dans le cerveau. Dans le cerveau. Oui, Souvent, soit parce qu'il y a un pic hypertensif qui peut rompre la paroi vasculaire, Oui. soit il y a une malformation vasculaire, il y a un anévrisme, une malformation vasculaire qui va se rompre oui. et va entraîner un accident hémorragique. Et ça, c'est souvent grave, l'accident hémorragique. Oui, tout à fait. Alors justement, il y a plusieurs types d'AVC. Donc on parle d'accidents vasculaires cérébraux. Ce sont tous des urgences, justement, donc que ce soit l'ischémique ou l'hémorragique. Il y a aussi l'accident ischémique transitoire qui est, on va dire, un signe d'alerte par notre cerveau que le patient, dans quelques jours, il va faire certainement un accident vasculaire cérébral, à ne pas négliger les signes d'un accident ischémique transitoire. Justement, professeur Wali, donc, il existe plusieurs facteurs de risque par rapport à ces AVC. Et justement, quels sont ces facteurs? Alors encore une fois, merci pour l'invitation. C'est à vous. Franchement, c'est un plaisir d'être assis comme ça à côté de plusieurs disciplines. Parce qu'attention, peut-être le premier take-home message ici dans cette émission, c'est que la prise en charge de l'AVC est multidisciplinaire. Oui, tout à fait. Et du coup, la prévention est multidisciplinaire, Oui. c'est sûr et certain. Et quand on parle de prévention, en fait, il y a deux volets. Il y a le volet prévention bien en amont, et là, c'est les facteurs de risque modifiables, Oui, parce qu'il est vrai qu'on ne peut pas modifier son âge, mais on peut modifier ses habitudes de vie. oui, Et parmi les facteurs de risque, vous l'avez souligné, il y a l'hypertension artérielle qui vient en premier, il y a le diabète, oui, il y a le tabac, il y a aussi ce fameux syndrome métabolique qui est, je dis que c'est la maladie du siècle, parce que c'est un faisceau de pathologies liées à nos habitudes de vie. C'est Oui. cette fameuse obésité gynoïde, le tour de taille, oui, la graisse intra-abdominale, qui va favoriser et le diabète, et le prédiabète, et les facteurs cardiovasculaires. tout à fait. Peut-être qu'à travers vous, moi je suis réanimateur, et moi je peux dire que je vois malheureusement les cas les plus graves, Oui. les cas les plus dépassés. Alors chaque 3 secondes, docteur, il y a un décès dans le monde par AVC. Chaque 3 secondes. Imaginez, vous me Énorme, livrez ouais. peut-être l'émission, depuis que l'émission a démarré, combien de décès à travers le monde. Oui. Et le pire après, vous l'avez très bien dit, l'handicap. Oui, L'handicap avec tout le poids que ça a sur le patient, oui, sur sa famille et sur la société. tout à fait, oui. Ça touche les sujets jeunes. Avant, si vous vous souvenez, à une certaine époque, c'était le sujet âgé, à partir d'un certain âge, il va faire son AVC. Mais actuellement, plus de 25% de patients sont des sujets jeunes. Oui. 40 ans, 43 ans, avec ce gros problème de santé publique, de toxicomanie, Oui, qui est aussi un facteur de risque d'accident vasculaire cérébral. oui, Et donc, du coup, les facteurs de risque, je les ai soulignés, et le but, c'est qu'il y ait de la sensibilisation à travers des émissions pareilles Pour modifier. jouer justement sur ces facteurs de risque
modifiable. Tout à fait. Donc, il existe plusieurs facteurs de risque qu'on peut modifier au cours de la vie avec des conseils, justement, pour ne pas arriver à l'AVC et cet handicap qui est lourd et parfois même, ça peut coûter la vie. Un accident vasculaire cérébral peut mener au décès, n'est-ce pas Exactement, je l'ai bien dit. Donc, chaque 3 secondes, il y a un décès. Et vous l'avez si bien dit, il y a 14 millions de nouveaux cas dans le monde. Mais attention, il y a 100 millions de gens qui vivent avec leur AVC. Oui. Ça veut dire qu'ils vivent avec cet handicap, avec la répercussion sur la société. Oui. Un jeune de 45 ans, 46 ans est censé encore donner pour la société, pour sa famille. Et malheureusement, on va en parler plus tard, quelle structure, on va parler du terrain, la pratique, l'Algérie, est-ce qu'il y a des structures qui peuvent prendre en charge ces handicapés, quel poids pour la famille, la place de l'hospitalisation à domicile. Donc, plein de volets qu'on pourra discuter si vous voulez. Tout à fait. Donc, on y reviendra par la suite pour parler surtout de l'AVC et du sujet jeune qu'on voit de plus en plus ces dernières années. Alors, professeur Belmihoub, donc, par rapport à la rééducation et à la récupération, on va parler de ça par la suite, mais quelles sont les principales séquelles qu'un patient peut garder après un AVC ? Alors bon, vous avez ce qu'on appelle des séquelles visibles, c'est-à-dire l'handicap visible, et vous avez l'handicap invisible. Donc tout le monde connaît l'AVC, l'hémiplégie avec l'histoire de la motricité. C'est quelqu'un qui, ce que vous avez dit, un visage figé, une main qui ne bouge pas, mais je rajouterais quelqu'un qui ne marche pas ou qui finit par ne plus pas marcher. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le handicap visible. Mais au-delà de cet handicap visible, je parle aussi un peu sous le contrôle du docteur Lifki, qui est neurologue, qui connaît mieux que moi. La sémiologie, vous avez les troubles cognitifs, vous avez les troubles de l'exécution, vous avez les troubles praxiques, et tout ça fait que on rentre dans un domaine où on ne voit pas. En plus, vous pouvez rajouter les troubles sphinctériens, la spasticité, les troubles neuro-orthopédiques. Donc tout ça fait que, en fait, si je résume la situation, vous avez quelqu'un qui fait un AVC, il fait une paralysie d'un côté, donc une hémiplégie, mais au-delà de ça, il y a beaucoup de séquelles. Il y a beaucoup d'handicaps et le premier handicap qu'on vise, c'est la marche. Alors c'est très simple, les gens quand ils viennent en rééducation, les parents, est-ce que je marche ou je ne marche pas, est-ce que je récupère. La parole aussi, il y a ceux qui les aphasies. Oui, il y a ça, mais donc c'est vraiment, c'est très varié comme symptomatologie. Et on ne s'attaque pas à un symptôme, c'est à une personne. En fait, je suis dans une spécialité, on s'occupe de la fonction, on ne s'occupe pas d'un organe. Et je rajouterai ce qu'a dit le professeur Wallet par rapport aux facteurs de risque. En fait, les facteurs de risque ne sont pas propres à l'AVC, ils sont propres au diabète et un certain nombre de maladies métaboliques. C'est les facteurs de risque cardiovasculaires. Absolument. Et donc, c'est tout ça. Pourquoi je le dis? Parce que quand on reçoit un patient, il n'y a pas que l'hypertension, ce sont souvent des sujets multitarés. Il y a beaucoup de tares associés et qui fait la difficulté de la prise en charge. Je rajouterai aussi des problèmes parfois, pour ne pas dire souvent, la dépression post-AVC, qui est aussi importante. Souvent, on a recours à des consultations en neuro ou en psychiatrie. Donc, ça, c'est en fait le drame. Si vous voulez, c'est le drame. Quelqu'un qui, du jour au lendemain, fait un AVC et se retrouve. Je rajouterai aussi une chose, la notion de la famille. Parce qu'en fait, dans notre jargon de tous les jours, on parle d'un garde-malade. Dans notre spécialité, on parle de l'aidant. Ça s'appelle un aidant. Et un aidant qu'on doit former à un certain nombre de gestes pour accompagner ces patients. Parce qu'il y a tellement de complications aussi du décubitus. Le patient il va être alité, il y aura le risque des escarres, donc il y a beaucoup de complications qui peuvent survenir. Et ce qui est encore, c'est-à-dire ce qui rajoute, ce sont des pathologies où les gens, quand vous leur dites, voilà, les gens visent la récupération, vous avez parlé de récupération, en fait, il n'y a pas de restitution ad intégram. Comme on dit, c'est souvent des pourcentages de récupération. Et nous, on vise quoi? On vise l'autonomie. Une autonomie la plus proche possible, je vais dire, de quelqu'un qui peut, je vais dire, faire un certain nombre de fonctions seul. Mais sinon, il y a l'aidant qui est là, qui l'accompagne.
Il va être formé aussi. Absolument, Oui. ça rentre dans le cadre de l'éducation thérapeutique. Donc Tout je à ne sais fait. pas si j'ai répondu un peu Oui, à votre question. donc on y reviendra justement par la suite aux complications neurologiques que le patient peut garder après un AVC avec vous, docteur Lefki. Et avant de parler de ça, il y a des signes d'alerte de l'AVC qui doivent vous alerter, que ce soit le patient ou l'entourage. Et ces signes d'alerte, tout le monde doit les connaître parce que vous pouvez sauver la vie d'un patient si vous allez remarquer un de ces signes et justement l'emmener ou le prendre rapidement dans une unité d'urgence pour le prendre en charge. Docteur Abdelmoumen Sarah, vous avez travaillé dans le cadre de l'urgence, dans le pavillon des urgences. Vous avez reçu beaucoup de patients pour accident vasculaire cérébral. Oui, il y en a Donc, énormément. quels sont les signes d'alerte? Alors, il faut savoir que l'accident vasculaire cérébral est une urgence, mais c'est surtout une urgence de réaction. Parce qu'avant d'arriver à l'hôpital, il y a toujours un avant. Et cette personne qui est présente, ça peut être vous. Et n'oubliez pas, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est très important. Donc, un scénario très simple, vous discutez avec quelqu'un, au bout d'un moment, il n'arrive plus à parler, il a le visage qui se déforme, une asymétrie, le bras qui ne répond plus, et là, le doute ne doit plus se poser. Pensez directement à l'acronyme FAST. Très simple pour faire le diagnostic d'un AVC, d'un accident vasculaire cérébral. Donc, le FAST, c'est 4 lettres. Le F, face, par rapport au visage, une asymétrie, une bouche qui est déformée, la personne n'est plus normale et asymétrique. Le A, arme, par rapport au bras, c'est un bras qui ne répond plus, qui n'a plus de tonus, qui tombe comme ça. Aussi, la troisième lettre de l'acronyme, c'est le S, la parole, d'accord? Donc ça va être le speak, d'accord? Donc comment va parler cette personne? Est-ce que les mots sortent? Est-ce qu'on comprend ce qu'elle dit? Et en dernier, on a le T, c'est time, le temps. Il y a plus de temps à perdre, donc il faut agir rapidement et surtout ne pas banaliser parce que chaque minute, on perd des neurones et comme nous l'a dit notre neurologue. Mais l'AVC n'est pas toujours aussi flagrant, hein. Donc des fois il vient très subtilement. Donc il ne faut pas banaliser aussi les fourmillements, les engourdissements d'un côté. C'est des symptômes d'AVC. Aussi par rapport à la vision, une perte de vision ou un trouble visuel doit vous alerter. Un mal de tête qui est très important et inhabituel, pas juste un mal de tête normal, hein. Des vertiges avec déséquilibre, une incompréhension des paroles de il n'arrive pas à comprendre, vous trouvez une lenteur, un trouble, il n'est pas comme d'habitude, pas de vivacité, doivent vous alerter. C'est des symptômes qu'on ne connaît pas tous, mais c'est des symptômes très importants qui peuvent signaler une souffrance du cerveau. Deux cas où je veux vraiment inciter sur ça, j'ai cité des symptômes, mais leur apparition. Il y a beaucoup de personnes qui se réveillent le matin avec l'un de ces symptômes cités. Oui. Ils se disent non, j'ai mal dormi, j'ai passé une mauvaise nuit, c'est le lit, l'engourdissement va disparaître et ils temporisent. Et ça, c'est un des symptômes de l'AVC du réveil qui est très très fréquent. Donc ne banalisez pas les symptômes matinaux comme ça et aussi que ça soit des symptômes transitoires. Quand on a l'un des symptômes cités et qu'il disparaît, on ne se dit pas ouf, c'est bon, j'ai rien. Oui. Il ne faut pas banaliser, c'est l'un des symptômes qui prouve que votre cerveau souffre et dans les heures qui suivent, vous pouvez faire un autre AVC plus grave, plus étendu. Donc ne banalisez pas vos symptômes et consultez aux urgences les plus proches de chez vous parce que chaque minute compte. Tout à fait. Donc tous ces signes d'alerte qui ont été cités par Dr Abdelmoumen, généralement ils surviennent brutalement. Donc le patient ne comprend pas ce qui lui arrive. L'entourage parfois aussi, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe pour le patient. Donc justement, tout le monde doit connaître ces signes et doit savoir comment agir face à ces symptômes. Dans les autres pays, partout, il y a des affiches où c'est mentionné FAST, justement pour aider tout le monde à reconnaître ces signes. Et professeur Wali, donc, comment l'entourage doit réagir face à tous ces symptômes, justement dans la rapidité, puisqu'il s'agit d'une urgence? Très bien. Alors, il s'agit d'une extrême urgence, juste pour mettre le téléspectateur dans la véritable image de ce qui se passe. En fait, dans l'AVC ischémique, hein, on va faire focus sur l'AVC ischémique, qui est une artère qui va se boucher par un caillou. Et comme on le sait, le cerveau se nourrit d'oxygène et de glucose. Oui.
Et nos neurones sont très sensibles à l'oxygène et au glucose. Dû à une cause, une maladie emboligène par exemple, les malades qui ont par exemple une valve mécanique, une arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire, Oui. les hypertendus, les athéromateux, il va y avoir un caillou qui va boucher un territoire du cerveau. Oui. Et ce qui va se passer ici, c'est que plus le temps passe, plus il va y avoir des neurones qui vont mourir. Mais autour de ces neurones, il va y avoir une réaction d'endormissement des autres neurones qui sont autour. Ça s'appelle la zone de pénombre. Oui. Et c'est justement cette zone de pénombre qu'on doit récupérer le plus vite possible. Oui. Et toutes les recommandations et les sociétés savantes maintenant disent qu'il faut arriver avant 4h30. Oui. Et plus on arrive vite, ça veut dire on arrive dans les 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes après, plus on va récupérer de plus en plus cette zone de pénombre et le malade va sortir indemne de son handicap. Et du coup, c'est une extrême urgence. Oui. Dès que vous voyez les signes d'alerte qu'a présenté le docteur Abdelmoumen, il faudrait se présenter aux urgences les plus proches. Oui. Pourquoi? Pour qu'il y ait une imagerie cérébrale. Il va y avoir un scanner qui va être fait. Le meilleur, c'est l'IRM, mais même le scanner est recommandé. Et ça va éliminer déjà un syndrome hémorragique, Oui. un AVC hémorragique. Tout à fait. Pourquoi? Parce que lorsque c'est une hémorragie cérébrale, des fois, c'est une urgence neurochirurgicale. Il faudra peut-être opérer le malade. Dans le cas où il n'y a pas d'hémorragie, c'est sûrement un accident vasculaire cérébral. Qu'est-ce qu'on va faire? On va administrer un produit qui va dissoudre ce caillou le plus vite possible. Il va y avoir de l'oxygène, du glucose qui va revenir et on va récupérer notre zone de pénombre. Oui. C'est une manière d'expliquer un peu d'une manière assez simple aux téléspectateurs l'urgence d'arriver à l'hôpital avant les 4h30, mais au mieux le plus vite possible. Tout à fait. Donc, il s'agit d'une urgence et plus vous arrivez avant les 4h30, vous avez la chance de récupérer une zone dans le cerveau qui est là, qui est en souffrance et vous pouvez sortir de l'histoire sans handicap et avoir une vie le plus normalement du monde. Alors, justement, docteur Lefki, donc, les examens complémentaires qu'on va, on va dire, établir ou demander chez le patient qui se présente pour une suspicion d'un accident vasculaire cérébral, donc, professeur Wali, il avait cité l'imagerie. Donc, quels sont tous les examens qu'on va demander? Est-ce que c'est le scanner ou l'IRM ou comment ça se passe? Bon, généralement, c'est des malades qui arrivent à l'hôpital, aux urgences de l'hôpital. Oui. Comme il a dit le professeur Wali, le premier examen, c'est d'abord le scanner. Au moins, si on peut faire l'IRM, c'est mieux. Sinon, au moins le scanner. Souvent, c'est des malades qui sont connus, comme soit étant hypertendus, comme diabétiques, etc. Donc, on est déjà orienté. Oui. Donc, l'urgence, c'est d'abord traiter. Si on peut traiter, s'il y a une unité neurovasculaire et qu'il faut faire la thrombolyse. La thrombolyse, il faut la faire. Si on peut faire une thrombectomie, il faut la faire. Bon, malheureusement, ça ne se fait pas partout et même ça se fait en petite quantité. Ben maintenant, le malade, s'il n'est pas connu, il faut qu'il passe chez le cardiologue, faire un bilan cardiaque complet, faire l'écho, le CG, etc., le Doppler des vaisseaux du cou, faire un bilan sanguin complet, la coagulation, etc. Quels sont les tares qu'il a le patient. Oui. Mais généralement, ça, c'est pas l'urgence. L'urgence, c'est la thrombolyse ou la thrombectomie dans certains cas. Tout à fait. Donc, il y a une collaboration déjà entre le neurologue, l'urgentiste, parfois le réanimateur quand c'est un cas qui nécessite des mesures de réanimation, et le cardiologue aussi. Voilà, parce qu'il y a des AVC modérés, il y a des AVC un peu moins modérés, mais il y a des AVC graves, qui font directement un coma, et là c'est la réanimation. Oui. Donc, il y a des cas où on ne peut pas thromboliser parce qu'ils ont une pathologie qui ne permet pas, qui contre-indique. Ou soit que l'AVC est massif, donc il y a une effusion hémorragique. Si on thrombolise, ça va s'aggraver. Donc ça, c'est de la réanimation. Et c'est pour ça qu'il y a, comme il a dit le professeur Wali, il y a au moins 30% de décès des gens qui font des AVC. Oui.
Donc, malheureusement, justement, donc ça peut mettre en jeu le pronostic vital et fonctionnel c'est parfois. pas rien du tout, l'AVC. C'est pas rien du tout. Oui. Si c'est pas déjà le pronostic vital peut être remis en jeu, si c'est pas le pronostic vital, c'est le pronostic fonctionnel. Mais dans les meilleurs des cas, quand on peut thromboliser ou faire thrombectomie, le malade il peut retrouver ses fonctions, même si c'est pas à 100%, mais avec un beau pourcentage de réussite, d'amélioration. Tout à fait. Ouais. Donc, justement, si le patient il va récupérer, eh ben, c'est ce qu'on cherche le plus, mais parfois le malade peut garder des séquelles, peut garder un handicap. Et professeur Belmihoub, donc à quel moment il faut commencer déjà la rééducation? Alors bon, d'abord, il faut, je pense, puisqu'on parle d'handicap, de séquelles, il faut peut-être catégoriser ces patients. C'est-à-dire mettre un peu une stratification pour dire qu'il y a une catégorie. Je parle de la classification internationale du fonctionnement, selon l'OMS. Donc, quand on a un AVC, on a des séquelles. Donc, on catégorise. Donc, catégorie 1, c'est quelqu'un qui a une déficience. Qu'est-ce que j'appelle déficience? C'est quelqu'un qui perd une fonction. Par exemple, la plus simple, ce sont des gens qui ont des problèmes au niveau de la face. C'est un peu au niveau de, vous avez dit, face, arme, donc, et bras. Donc, ce qu'on appelle la brachiophaciale. En général, ce sont des gens qui sont marchands, qui ont une petite aphasie, mais qui est plus une aphasie motrice. Et donc là, on ne s'inquiète pas beaucoup. Donc il y a une évaluation qui est faite et en général, ça peut rentrer dans l'ordre facilement. La catégorie 2, qui est un peu le borderline, ou on va dire la majorité des patients, ce sont des patients qui viennent, qui ne marchent pas et qui ont en fait 2 ou 3 déficiences un peu plus. Et ils ont des complications, un certain nombre de complications déjà d'emblée. Et ce sont ceux-là qui pourraient poser des problèmes parce que là, il faut faire une bonne évaluation. Et notre souci à nous, quand on les reçoit en rééducation, c'est la stabilisation des lésions initiales. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un AVC, il peut ne pas être connu, il arrive aux urgences, on prend en charge son AVC, mais après, souvent, les patients sortent avec un avion neuro, un avion cardio, et les gens s'empressent, évidemment, parce que, en fait, ce qui se passe, c'est les séquelles. Oui. Donc, les parents, ils sont plus alertés par, il va faire de la rééducation pour remarcher, que d'aller chercher la cause. Oui. Et quand ils arrivent chez nous, on fait le chemin inverse. On les envoie avion cardio, avion neuro, et c'est toute la problématique. C'est pour ça que moi, si je suis là, c'est aussi pour parler d'un parcours. Oui. D'un parcours de quelqu'un qui fait un AVC, parce que là, on revient à la pratique, on revient à la réalité. La réalité, c'est que quelqu'un qui fait un AVC, il va aux urgences, on le prend en charge, mais derrière, il va aller où après derrière? Oui. Donc, il va aller en rééducation, mais pour aller en rééducation, il y a des conditions. Les conditions, il faut que le patient soit stable, soit stabilisé, surtout pour pouvoir commencer sa rééducation. Et donc, on fait tout ça. On refait, si vous voulez, le chemin. Et ensuite, on les prend en charge. Alors, j'ai parlé de la catégorie 2. Dans catégorie 2, il pourrait y avoir, on va dire, un pronostic de remarcher, de pronostic de récupération. Et là, il y a du travail à faire. Ensuite, vous avez la catégorie 3. La catégorie 3 où vous avez des troubles cognitifs associés. Et là, on est obligé d'associer un psychiatre pour pouvoir prendre en charge. Et dès que vous parlez de psychiatrie pour quelqu'un qui a un AVC, nous avons un problème dans notre société, c'est que donc on parle des psychiatres, vous avez compris le tabou du psychiatre. Oui. Ah non, mais il a fait un AVC, qu'est-ce que ça va avoir le psychiatre? Pourquoi? Les gens ne comprennent pas qu'il y a que ça peut donner des troubles cognitifs qui sont en rapport avec sa pathologie. Tout à fait. Donc c'est problématique. Et la 4e catégorie, c'est là où il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de chance de récupération. Il y a des troubles de la vigilance d'emblée, ce qu'on appelle le lock-in syndrome, où il n'y a rien. C'est des gens qui, donc il n'y a pas de pronostic de marche à proposer. Et tout ça, je résume la situation pour dire que d'abord un bon bilan au départ pour stabiliser les lésions, ensuite commencer la rééducation quand on doit la commencer. Pour commencer la rééducation, il faut faire une évaluation, Oui. évaluer les séquelles. Alors les séquelles, on les évalue en fonction de ce que je viens de dire, de la classification, et en fonction de la catégorie de ces patients, ils vont prendre un chemin. Et la rééducation peut commencer d'emblée. Alors qu'est-ce que j'appelle rééducation? Qu'est-ce que j'appelle médecine physique? Vous avez quelque chose qui est commun. C'est la prise en charge de l'immobilité et de l'alitement, ce que vous avez appelé les escaritos. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre dans n'importe quelle spécialité. Oui. Et mobiliser un patient, le retourner, éviter les complications décuplées, ça, tout le monde le fait. Ensuite, derrière, c'est s'il y a une évaluation qui va vers un pronostic
de récupération. Là, on va faire du fonctionnel. Oui. Et donc, souvent, on attend un peu, on va dire, parce qu'en fait, il y a la phase aiguë, il y a la phase aiguë qui va de J0 à la première semaine, la phase subaiguë de la première semaine au troisième mois, et vous avez la phase chronique qui est au-delà du troisième mois. Donc, chaque étape, il y a des choses à faire. La première étape, c'est en général éviter les complications de décubitus et tout, et surtout apprendre, parce qu'on a parlé de l'aidant, apprendre à la famille ce qu'on appelle le bon positionnement, Oui. comment il positionne. Le rôle de la famille, il est très important. Oui. Alors, le bon positionnement, qu'est-ce que j'appelle bon? Il fait par exemple, je prends un exemple, il fait un AVC, son épaule, il ne contrôle plus son épaule, il y a le poids de l'épaule qui va tirer, c'est un exemple. Hein. Oui. Il peut faire une capsulite, donc on leur explique qu'il doit, première des choses, il doit mobiliser cette épaule, mettre une écharpe pour que ça ne tire pas, et essayer de faire une petite coussin d'abduction pour éviter que ça ne... Donc il y a ça. Oui. Après, on leur explique ce qu'on appelle le bon positionnement, et surtout la manutention, comment ils vont le prendre. Parce que là, c'est le désarroi, ils ont un malade et ils font quoi? Comment ils vont le transporter? Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, quand on commence, et on va dire à partir de la première semaine, s'il y a des prémices de récupération, ce qu'on appelle le retour de la commande, là, en fait, il n'y a pas de programme standard. Ce qu'on appelle un projet thérapeutique individualisé. Pour chaque patient, tenant compte de quoi? Tenant compte de ses tares associés, tenant compte de ses séquelles, tenant compte de son environnement. Voilà le programme. Je ne pourrais pas vous détailler le programme, mais ce sont des programmes qui sont individualisés, tenant compte de tout ça. Et le but de tout ça, c'est quoi? Justement, c'est de donner cette autonomie, autant que faire se peut, essayer d'avoir le maximum d'autonomie au patient pour qu'il puisse un peu vivre, comme vous avez dit, plus normalement du monde. Et sans séquelles, voilà. Donc justement, selon la catégorie d'handicap du patient, que la rééducation va se faire. Donc est-ce que c'est dans l'immédiat ou après quelques temps, ou aussi quel type de rééducation sera faite? Ça va être défini lors de la consultation avec le médecin spécialiste en rééducation. Professeur Wali, tout à l'heure, on avait parlé de l'AVC du sujet-gène, on avait parlé des facteurs de risque. Donc vous avez parlé de plusieurs facteurs. Et ces dernières années, il y a le syndrome d'apnée du sommeil, donc on en parle beaucoup ces dernières années. Donc la place du syndrome d'apnée du sommeil par rapport à l'AVC. Très très bonne question en fait, parce qu'on en voit. Alors je vous dis, ça fait peut-être 2 ou 3 semaines. Oui. Nous avons reçu un patient obèse. Oui. Alors qui dit syndrome d'apnée du sommeil, c'est très souvent associé à l'obésité. Je dis très souvent. Oui. Pas tout le temps, mais très souvent. Et puis, il y a un autre syndrome encore plus grave qui s'appelle le syndrome d'obésité hypoventilation. Oui. En fait, tellement il y a de l'obésité, il y a aussi une apnée du sommeil qui est associée. Les malades, la nuit, sont hypoxiques. Le CO2 va augmenter dans le sang et ça peut donner des accidents vasculaires cérébraux. Et la science a prouvé maintenant que c'est un facteur de risque. Et donc, c'est des malades qu'il faut... Ceux qui ronflent, ils devront aller consulter chez un pneumologue ou chez un spécialiste de l'apnée de sommeil. On les appareille maintenant. Oui. Fort heureusement, il y a ces appareils en Algérie maintenant. On les appareille la nuit. C'est des CPAP comme ça qu'on met et qui aident à mieux ventiler le malade la nuit. Ça permet de prévenir tous les accidents cardiovasculaires. Tout à fait. Parce que ça donne aussi des syndromes coronariens, ça donne de l'AVC, ça donne des thromboses artérielles, ça donne de l'hypertension artérielle. Donc, vous faites bien de le souligner. Après, j'aimerais juste revenir par rapport juste à la prise en charge pour mettre aussi le téléspectateur dans le réel. Oui. Quand ils arrivent à l'hôpital, qu'ils ont leur imagerie, donc il y a 2 catégories de patients. Oui. Notre ami qui est neurologue, qui est spécialiste, l'a très bien souligné. Malheureusement, maintenant en Algérie, ce n'est pas tout le monde qui peut bénéficier d'une thrombolyse. Et peut-être qu'à court, moyen terme, je sais qu'il y a un plan national qui va être effectué pour la prise en charge de l'AVC. Peut-être qu'on pourra arriver à la véritable unité neurovasculaire. Parce que ce qui devrait être fait, c'est la prise en charge des patients dans une unité qu'on appelle neurovasculaire, où il y a plusieurs disciplines, neurologue, réanimateur, radiologue, avec un scanner dédié. Ça veut dire que lorsque le patient arrive à l'hôpital, il ne va pas attendre avec le traumatisé crânien, celui qui a une urgence abdominale. Il va directement passer
très rapidement Dans un circuit. dans un circuit bien défini, dans une unité à part, Oui. où il va bénéficier de sa thrombolyse ou sa thrombectomie. Et s'il complique, il y a à côté 4 lits ou 5 lits de soins intensifs. S'il complique, le réanimateur est là pour prendre le relais. Oui. Mais pour les malades qui ne sont pas thrombolisés, il y a la phase aiguë. Oui. La phase aiguë, c'est quoi? C'est qu'ils arrivent en réanimation médicale. Il y a un score qui s'appelle le score de Nice, Oui, le score qui de est un score qui nous permet de dire est-ce que cet AVC est léger, modéré ou sévère. Et après, qu'est-ce qu'on fait, nous, en réanimation, quand il rentre? Eh bien, on fait le nursing, le changement de position, la prévention des complications de décubitus, parce que lorsqu'on est alité, on peut faire une thrombose veineuse profonde. Oui. Mais ce qu'on fait surtout, c'est d'équilibrer la tension artérielle. Il ne faut pas qu'il ait de fièvre. Il ne faut pas qu'il fasse d'hypo ou d'hyperglycémie. C'est les axos. Ça s'appelle les axos. Oui. C'est les accrétions cérébrales systémiques d'origine secondaire. Oui. Et donc ça va prendre une semaine à 10 jours. S'il ne complique pas, eh bien là, on devra le faire sortir. Et je peux vous dire que c'est très difficile de le faire sortir. Oui. Parce que les places en rééducation manquent et c'est normal. Tout le monde est submergé. Les parents, c'est un poids pour eux. Oui. Comment faire? Les aidants. Parfois, il y a c'est des patients qui n'ont pas d'entourage. Parfois, Ça ils n'ont arrive. pas du tout d'entourage. Oui. Parfois, l'entourage est malade. Oui, tout à Et fait. donc, on est confronté à ça. Et le message dans tout ça, pourquoi professeur Wali parle de ça? Parce que cette place de réanimation, elle va être prise pendant 1 mois. Oui. C'est une perte de chance pour l'asthmatique, pour l'embolie pulmonaire qui peut attendre, pour la pneumopathie. Donc, je pense qu'il y a urgence à vraiment bien organiser le parcours du patient atteint d'AVC, surtout celui qui ne bénéficiera pas d'une thrombolyse en attendant qu'il y ait des unités neurovasculaires. On doit vraiment aboutir à un véritable parcours organisé en Algérie. Tout Voilà. à fait. Donc, ça commence déjà de la maison ou de la rue. Le circuit et la prise en charge commencent dès les premiers symptômes. Donc, dans les autres pays, on appelle un numéro bien précis où on sera accompagné par des personnels de la santé, donc qui vont orienter l'entourage qui a appelé. Et comme ça, le patient va venir rapidement dans l'unité neurovasculaire. Voilà. Professeur Je Lepri, peux oui. rebondir un petit peu sur, Oui. juste pour compléter ce qu'il a dit le professeur Moumouhou par rapport au circuit du patient. Oui. Quand le malade, je parle de l'hôpital Mustapha parce que j'habite pas très loin, le malade quand il arrive, il est vu, allez-y en cardiologie. C'est les gens qui le transportent, hein, c'est des gens, des accompagnateurs, ils transportent pour monter jusqu'au haut. Alors qu'un AVC, il ne doit pas bouger. Oui. C'est les médecins qui viennent le voir. Logiquement, l'unité vasculaire, c'est ça. Le malade, il est dans son lit, on lui fait son scanner, et c'est le cardiologue qui vient le voir, c'est le neurologue, et éventuellement un kinésithérapeute, etc. Oui. Chez nous, il est trimballé jusqu'en haut, il revient, et là, on a tout le temps d'aggraver son AVC. Oui. Ça, c'est par rapport à ça. Le deuxième point, il a parlé des problèmes cognitifs, psychiatriques. Il y a 30% des cas de dépression post-AVC. Maintenant, c'est Justement. connu. Nous, en tant que neurologue, on ne demande pas l'avis au patient par rapport à sa dépression. On associe toujours, souvent on associe de la fluoxétine pour son état dépressif et parce que maintenant, ça a été prouvé que ça a un effet sur la revascularisation cérébrale. Oui. Plasticité Là, cérébrale. voilà. Et aussi, parmi les complications neurologiques que le patient peut avoir après un AVC, il y a les convulsions aussi. Oui. On voit beaucoup ça aux urgences. Oui, bon, c'est pas tous les AVC qui Oui, font c'est pas tous les AVC. tous les AVC. Et l'avantage, c'est qu'en général, l'épilepsie vasculaire, elle est guérie au bout de 6 mois. Oui. Ils font 1-2 crises et puis ils n'en font plus. Bon, il y a certains qui passent à la chronicité, ils sont suivis, etc. Mais souvent, au bout de 6 mois de traitement, on peut arrêter le traitement. On Oui. peut arrêter le traitement de l'épilepsie. Tout à fait. C'est pas vraiment un gros handicap. Tout à fait. Donc, justement, on va dire, toutes ces informations sont là pour vous sensibiliser par rapport à comment reconnaître les signes d'alerte, comment déjà agir face à un patient qui fait un AVC, donc aller rapidement
rapidement parce que déjà, on est pris par le temps et aussi, plus on va faire les choses rapidement, plus il y a des chances de récupération et des chances que le malade n'aura pas un handicap. Oui, Si vous docteur permettez, Lefki. il y a un point vraiment très important. On est en train de sensibiliser les gens, la population, mais il faut aussi sensibiliser les médecins des urgences. Oui, La semaine dernière, je reçois une malade de 52 ans qui a fait un AVC. Elle habite à 5 minutes de l'hôpital Mustapha. Elle a passé 3 heures dans la salle d'attente. Une fois, elle passe chez l'urgentiste. Elle est hyper tendue. Elle a abandonné son traitement pendant 15 jours. Elle n'a pas pris le traitement. Il lui demande de faire une MAPA. Est-ce que ça fait partie des examens d'urgence? Est-ce que ça va changer quelque chose de demander une MAPA pour... oui, Non. oui. Essayer de faire quelque chose. Si on peut thromboliser ou si on peut faire quelque chose, mais on demande la MAPA, on peut la demander après. C'est au cardiologue de Comme il l'a juger. dit tout à l'heure, professeur Belmihouk, par la suite, après la sortie, il y aura la recherche de la cause, justement par rapport à la MAPA. Et... Jusqu'à présent, on a toujours ce réflexe d'un scanner normal. Faites-nous un scanner dans 2 jours pour voir est-ce que vraiment c'est un 48 AVC. heures Là, il faut bannir ce langage. Oui, Un AVC, c'est un AVC. L'agent de police, il peut reconnaître un AVC. oui. Maintenant, ce n'est pas hémorragique. Il faut traiter si on a les moyens de traiter, Bien sûr, Ça, oui. ça aussi, c'est au conditionnel. Tout à fait. Alors, Docteur, juste par oui, rapport à ça, professeur parce que, Wali. je travaille au CHU Mustapha juste pour rassurer le docteur. On ne voit plus des gens trimballer, ça va. Parce que ça fait maintenant quand même 2 ans que je suis là-bas. Il y a eu la création de ce qu'on appelle, quand il y a des choses positives, il faut les dire. Oui, oui. Donc parmi les efforts qu'il y a eu au CHU Mustapha, c'est que c'est le seul CHU actuellement où on a un SAMU interne. Oui. Donc nous avons recruté des généralistes, nous avons notre ambulance équipée qui travaille H24. Ça veut dire que les malades graves maintenant sont transportés par des médecins de Mustapha, formés pour ça, équipés et qui vont maintenant faire leur scanner, etc. Par rapport aux urgences, vous faites bien de le souligner, les urgences de Mustapha reçoivent des milliers de malades par jour. Oui, Et c'est pour ça de qu'on partout. on est en train de réfléchir Oui. justement avec le conseil scientifique, avec nos amis neurologues, urgentologues, de comment faire cette unité neurovasculaire. Et je pense que Mustapha peut le faire. On a la capacité de le faire, de faire une véritable unité neurovasculaire, mais qui va prendre ces genres de patients à part pour pas qu'ils soient mêlés avec toutes les autres urgences. Parce que malheureusement, c'est ça le souci. Oui. C'est que dans les urgences, Mustapha, Bab el Oued, Bni Msous et les grands CHU, on se retrouve submergé par des malades. Et malheureusement, l'AVC, avec la suspicion d'appendicite, avec le DNV, avec le... Eh ben, Il y a le tout est système mêlé. gris, code couleur. Exactement, mais voilà. qui reste Oui. insuffisant par rapport au flux. Donc, c'était juste par rapport déjà au transport, ça a été réglé. Et maintenant, les malades sont transportés par un SAMU interne. C'est une très bonne nouvelle pour les patients. Ouais, exactement. Alors, justement, maintenant, on arrive à la chronique de Dr Abdelmoumen Sarah, c'est à vous. Alors, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, l'avancée évolue. Donc, l'AVC est une vraie urgence et les traitements commencent à évoluer, surtout par rapport à la prise en charge. On a compris que la vie de la personne pouvait changer d'un moment à l'autre. Donc, par rapport au traitement, il y a une panoplie. C'est les indications de la thrombolyse et la thrombectomie deviennent un peu plus larges par rapport au score de Nice. Avant, ils étaient plus restrictifs. Il y avait beaucoup de patients qui étaient exclus de la thrombolyse. Quand je dis thrombolyse, c'est une injection d'un produit qui va dissoudre le caillou en intraveineux. Alors que la thrombectomie, c'est un acte mécanique où on va enlever le thrombus, le caillou, voilà, du cerveau. Donc du coup, les indications de cette prise en charge étaient très limitées. Il fallait arriver à temps, ne pas avoir de complications. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, là, ce n'est pas juste le temps qui prédomine, mais c'est la zone de pénombre, comme l'a dit professeur Wali. Donc c'est une zone qui
qui est très importante. Donc, au lieu de prendre juste à quelle heure a commencé les symptômes, là, c'est l'imagerie aussi. Donc, on donne plus de chances au cerveau de récupérer le maximum de tissu cérébral viable. Donc, on a plus d'indications à la thrombolyse et à la thrombectomie qui étaient vraiment restreintes. Mais pour cela, il faut arriver à temps surtout. Et aussi, l'imagerie, les scanners, l'IRM évoluent de jour en jour. Donc, on a plus d'affinité pour trouver ces zones de pénombre. Et le mismatch, il y a un score que le radiologue fait. Et là, nos radiologues sont formés pour ça. Généralement, quand on a le compte rendu, on a le mismatch. Donc, on peut... Même s'il dépasse 4h30, on y va. Il y a d'une matière, il y a du tissu cérébral viable qu'on peut récupérer et on donne la chance aux patients. Donc, malgré que on évolue, mais ce qui ne va pas changer, c'est qu'il faut arriver à temps pour pouvoir vous donner votre chance. Parce que c'est vrai qu'à l'hôpital, il y a de l'évolution, mais le plus important, c'est d'arriver à temps et de reconnaître les symptômes. Et comme on l'a dit, le transport est important, on fait de notre mieux, mais aussi ne jamais rien donner à un patient qui a un trouble moteur, déficit. Par rapport aux fausses routes, parce qu'il ne faut pas oublier, on ne donne pas de l'aspigique, on ne donne pas de l'eau à boire. Donc, vous partez rapidement à la structure la plus rapide de chez vous. Voilà, donc justement, il faut aller rapidement parce qu'un AVC, il frappe vite et votre réaction, plus elle est rapide, plus il y aura une chance de sauver le patient et aussi d'éviter les complications. Justement, vous nous avez laissé quelques questions sur les réseaux sociaux ou via les réseaux sociaux de Canal Algérie. Donc, c'était des questions des téléspectateurs. Et je commence avec vous, docteur Lefki. Donc, après un AVC, on parle souvent de neurones morts, mais est-ce que le cerveau a la capacité de réparer et où est-ce que ces pertes sont irréversibles? Bon, la perte, généralement, elle est irréversible. Une cellule qui est morte, quand elle est morte, elle est morte. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Oui. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, même la rééducation, ça sert beaucoup plus à ça, parce que ça permet aux cellules saines d'imiter un petit peu les cellules, de prendre en charge la fonction qui était assurée par et pour récupérer la fonction perdue par ces cellules qui étaient mortes. Donc ça fait partie de la plasticité. Et maintenant, il y a aussi des recherches sur le plan médical, comment avantager cette plasticité, travailler sur cette plasticité, et aussi pour qu'il y ait, pour ralentir un petit peu la mort cérébrale. Il y a bon, c'est toujours dans le cadre de il y a certaines molécules qui sont en vente. Jusqu'à présent, personne ne peut dire de façon sûre est-ce que vraiment ils sont vraiment efficaces ou pas. Donc la science continue de progresser par rapport aux recherches. Par rapport à ça. Mais la plasticité cérébrale est liée. Donc il y a des cellules qui peuvent prendre en charge une fonction perdue, pas à 100%. Et c'est ça, justement, le rôle de la rééducation, c'est par rapport à ça. Tout à fait. Alors, merci, Dr Lefki, pour toutes les explications que vous avez apportées aujourd'hui et d'avoir participé à notre émission. C'est avec plaisir. Alors, professeur Benmehoub, donc, après un AVC, on dit souvent qu'il faut rééduquer le cerveau. Alors, mais est-ce que répéter les mêmes exercices tous les jours suffit vraiment ou est-ce qu'il y a des façons plus efficaces pour récupérer? En fait, c'est ce que je viens de dire, expliquer le docteur Lefki, c'est un peu on va dire, je me permets de rebondir parce qu'on parle de cette plasticité. Finalement, la rééducation, c'est quoi? Pourquoi on dit à quelqu'un de commencer la rééducation? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, parce que cette notion de plasticité, je vais dire récente, mais pas tout à fait récente, il y a une vingtaine, trentaine d'années, ils ont fait des IRM fonctionnels à des patients qui bénéficiaient de la rééducation. Et ils se sont rendus compte que en faisant donc de ces mouvements répétitifs, il y avait des zones qui commençaient à récupérer ces fonctions. La fonction qui était prise par des cellules qui sont dans une zone de cerveau qui était morte, elle est prise par une fonction à côté. On va dire les voisins qui vont faire le travail de celui qui ne peut plus faire. Et c'est ça ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Oui. Donc pour répondre à votre question, effectivement, on rééduque le cerveau. À travers la rééducation de la fonction, en fait, on fait travailler le cerveau pour justement stimuler cette plasticité cérébrale.
Tout à fait. Donc aussi, il y avait une question pour vous, professeur Wali. On entend souvent dire que certains patients restent paralysés après un AVC. Est-ce que dès le début, vous pouvez déjà avoir une idée de l'évolution ou bien c'est totalement imprévisible? Bien, alors je commence directement par dire que c'est totalement imprévisible parce qu'en fait, déjà, ça dépend de la zone qui est lésée au niveau du cerveau. Mais il y a des fois quand on voit par exemple que c'est des lésions du tronc cérébral. Oui. Déjà, lorsque c'est le tronc cérébral, le pronostic déjà vital, il est mis en jeu. Pourquoi? Parce que le tronc cérébral, c'est le centre qui commande même le cœur, la respiration. Mais malgré ça, je vous cite un exemple d'un combattant en réanimation, je l'appelle le combattant, un monsieur de 48 ans qui avait fait un AVC du tronc cérébral, qui avait fait toutes les complications, qui est sorti de réanimation trachéotomisé, qui a été confié à nos amis rééducateurs, qui s'en est sorti, qui est revenu nous voir. Alors, ce qu'on fait particulièrement dans le service de la réanimation médicale polyvalente du CHU Mustapha, c'est qu'on revoit nos malades. Oui. On les revoit à 15 jours, à 1 mois, à 3 mois et à 6 mois. Oui. Et on fait une courbe de survie et on voit les séquelles. Oui. Alors, ce monsieur-là a pratiquement récupéré sa marche, il commence à marcher, il est devenu autonome et donc il y a de l'espoir. Oui. Mais cependant, ça ne doit pas être forcément rassurant parce que notre but aujourd'hui, c'est peut-être de faire peur. Oui. C'est peut-être de faire peur pour que les gens comprennent qu'il faut agir sur les facteurs modifiables qu'on a cités et dès qu'il y a FAST, il faut partir le plus vite vers l'hôpital le plus proche. Et agir sur le mode de vie aussi, professeur Wali. Donc, les habitudes au quotidien, c'est ces habitudes qui vont conditionner notre état de santé, l'état de nos vaisseaux aussi. Tout à fait. Il Oui. faut avoir cette culture déjà. C'est une culture à instaurer. Et c'est grâce à ce genre d'émission, à nous, professionnels de la santé, on doit agir tous main dans la main, même au niveau de l'école, au niveau des universités, des affaires religieuses, les mosquées. Il faut qu'il y ait des campagnes carrément de sensibilisation pour lutter contre ces facteurs cardiovasculaires, avoir une vie saine, la sédentarité, la voiture, Le stress. le sport, donc tout ça, l'activité physique, tout ça devrait devenir une culture dans notre société si on veut que demain, on réduit tous ces accidents vasculaires cérébraux. Tout à fait. Merci, professeur Wali, pour tous les éclaircissements que vous avez apportés aujourd'hui, votre participation avec nous. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Merci aussi à vous, professeur Belmehoub, pour tout ce que vous avez apporté aujourd'hui et votre Petite précision, participation. s'il vous plaît, par Oui. rapport justement pour rejoindre le professeur Wali, c'est l'histoire de l'information. Alors, une étude a été faite, je ne vais pas dire récemment, aux États-Unis, où en fait on s'est rendu compte qu'à travers les campagnes d'information, on a réduit l'incidence des AVC de moitié. Oui. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais je sais que ça a été. Donc, pour vous dire l'importance de l'information. Oui. Merci de sensibiliser aujourd'hui par rapport à l'accident vasculaire cérébral, à toutes justement les choses qui doivent alerter les patients. On y reviendra peut-être dans une autre thématique pour parler de ça. Merci, Dr Abdelmoumen, Toujours un pour plaisir. Merci toutes à les vous. informations que vous avez apportées. Avec plaisir. Donc prenez soin de vous et surtout ne banalisez pas. Si vous trouvez l'acronyme FAST chez quelqu'un devant vous, n'hésitez pas à consulter, même si c'est par excès. Toujours consulter. Merci. Aussi, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis ce soir. Donc, vous avez compris que l'accident vasculaire cérébral est une urgence et que la rapidité de la prise en charge peut faire la différence entre la vie et l'handicap. Donc, reconnaître les symptômes et les signes, agir immédiatement et surtout prévenir au quotidien, avoir une meilleure hygiène de vie peut vraiment faire la différence et c'est des gestes simples mais essentiels. Et justement, parce qu'au final, chaque minute compte et chaque geste peut sauver une vie. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Prenez soin de votre santé. À bientôt.